de Rouyn continue la tradition et devient propriétaire et meunier. Après lui, ce sera au tour de Télesphore Leboeuf. Sur cette première photo officielle datant de 1910, on peut y voir le meunier Donat Leboeuf. Encore une fois, 3 générations de Leboeuf se succéderont pour faire tourner ce moulin. Durant cette période, on apporta des changements très significatifs. On remplaça la grande roue à aubes par une turbine comme force motrice. Les meules ont été descendus au rez-de-chaussée. Puis arriva le déclin de la culture du blé. Pour faire face à ces changements de culture, on a dû modifier un peu le système de moulage et s'adapter au mouturage de nouvelles céréales. À Gentilly, il y a toujours 2 paires de meules. Une première traditionnelle, tandis que la deuxième, une meule d'émery plus pratique et plus rapide à transformer le foin de grève en mouture grossière, excellente pour le bétail. Une autre nouveauté, le criblage, servant à nettoyer les grains de ces impuretés et favoriser la qualité des graines de semences. Aujourd'hui, on l'appelle Moulin Michel en l'honneur du dernier meunier à l'avoir habité. Ouvrier et journalier du Petit 4 de la paroisse, Alfred Michel avait peu de connaissances de l'entretien, des mécanismes et de l'outillage du moulin à farine. De son propre aveu, il se fit initier par Louis Leboeuf, un des fils du vieux Télesphore et l'oncle du meunier, Donat Leboeuf. M. Michel a apporté toutes sortes d'améliorations à son moulin, du renouvellement du plancher jusqu'à de nouvelles cloisons pour rendre plus confortable le lieu de résidence à l'étage. Et c'est bien lui qui a agrandi la conduite d'eau souterraine, tout un ouvrage imaginé en 1940. Il eut l'ingéniosité de moudre de la farine de sarrasin et d'en faire une spécialité de son moulin. Grâce à cette initiative, le moulin connut une longévité qui dépassa de beaucoup celle des autres moulins avoisinants. En 1972, après 35 ans de labeur, M. Alfred Michel quitte pour une retraite bien méritée. Ses innovations et sa capacité d'adaptation auront permis la survie du moulin banal de Gentilly. Lorsque le moulin arrêta de tourner en 1972, cela faisait déjà 2 ans qu'on pouvait voir 2 enseignes au bord de la route. Moulin banal et farine de sarrasin à vendre. À l'occasion des fêtes du 300e de Gentilly en 1976, on se rappela la beauté et la richesse historique de ce lieu. Les Chevaliers de Colomb, en 1982, font signer une pétition demandant le classement historique du bâtiment qui sera accordé en 1985. La ville de Bécancour en fit l'acquisition la même année. Des gens de Gentilly fondent la Société des Amis du Moulin Michel pour gérer le moulin nouvellement classé monument historique. En 2010, lors de l'émission La Petite Séduction, ce lieu historique fut connu et reconnu à la grandeur du pays. Que ce lieu appelé Agora des générations puisse être un endroit privilégié de rencontres et d'échanges pour les générations passées, présentes et à venir. Prenons soin de notre héritage. Ma seigneurie compte 3 cours d'eau qui se déversent dans le fleuve Saint-Laurent et dont le pouvoir hydraulique a été exploité, soit la rivière du Moulin, la rivière de la Ferme et la rivière Gentilly. Cette dernière constitue à la limite ouest de ma seigneurie. En 1834, on compte un moulin à farine sur la rivière du Moulin, 2 moulins à scie sur la rivière de la Ferme et la rivière Gentilly, tant qu'à elle, compte 3 moulins à scie et 1 moulin à carder pour démêler la laine. Au fil du temps, de nombreux autres moulins, dont un moulin à fouler pour resserrer les fibres d'un tissu, ont fait leur apparition, puis ont cessé leur activité sur l'une ou l'autre de ces rivières. Au sud de la rivière Gentilly, dans la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford, se trouvent des chutes d'une rare beauté. Jadis utilisées pour leur pouvoir hydraulique, elles sont aujourd'hui devenues un lieu de villégiature fort prisé. En 1875, un monsieur Godet de Sainte-Gertrude implante un moulin à cet endroit, puis en 1893, monsieur Alphonse Thibodeau de Sainte-Gertrude en devient le propriétaire. Il s'y installe avec son épouse Rose Delima Hébert et leurs enfants. Ils demeurent tous au second étage du moulin où il fait très chaud. De plus, avec 10 enfants, les différentes pièces donnent l'impression de rétrécir à chaque jour.
Ils entreprennent dès lors la construction de leur maison, d'une ferme et d'une chaîne à bois, qui, chose rare pour l'époque, sont tous équipés de l'eau courante. Grâce aux possibilités de la rivière Gentilly, la famille Thibaudeau marque l'histoire en mettant à profit les ressources naturelles de la région. Ils exploitent le pouvoir hydraulique de la rivière pour faire fonctionner le moulin, qui tantôt scie le bois et le bardeau de cèdre, et tantôt carre de la laine ou broie le grain. Afin d'emmener l'eau à la turbine du moulin, ils construisent un barrage en amont de la chute et une dalle de 3 à 4 arpents de long, ancrée dans le galet du nid de la rivière. Les Thibaudeau n'ont pas besoin d'aller à la pêche, ils n'ont qu'à piger les poissons dans le bassin d'eau du moulin. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de pain sur la planche avec le moulin, M. Thibaudeau possède une érablière et une ferme qui compte 3 chevaux, 8 vaches, 20 poules et des cochons. M. Thibaudeau s'associera en 1910 avec M. François Ouellette. Il fonde la Société de manufacture de peinture Thibaudeau-Ouellette dans le but de fabriquer et manufacturer de la peinture avec le gisement d'ocre, une terre argileuse jaune et rouge située à proximité des chutes. Ils installent 3 fours en briques rouges chauffés avec la croûte provenant du moulin. Des rails en bois permettent d'acheminer le minerai du lieu d'extraction vers les fours. Le transport s'effectue grâce au poids de la charge et au dénivellement du terrain. Les 3 fours fonctionnent 24 heures par jour. La matière est séchée dans les fours, il en ressort une poudre de couleur rougeâtre. Cette poudre mêlée avec de l'huile produit une peinture utilisée par les agriculteurs de la région pour peindre leurs granges et leurs bâtiments de ferme. Environ 10 ans après son ouverture, la mine ferme ses portes suite au décès de M. François Ouellette. Même si cette exploitation industrielle n'a jamais vraiment réussi à démarrer, l'utilisation de l'ocre rouge est toujours visible aujourd'hui sur plusieurs bâtiments de la région. Après le décès de M. et Mme Alphonse Thibaudeau, les bâtiments sont légués aux enfants. L'exode de ces derniers entraîne en 1942 la vente d'une partie de la terre. Le dernier des Thibaudeau, Omer, né le 22 août 1894, ne garde que la partie comprenant le gisement d'ocre. Il se construit non loin de là une petite cabane de fortune, sans eau courante ni électricité, que l'on nommera le Chac à Omer. Il y vit seul pendant près de 40 ans. Omer occupe ses journées à pourvoir à sa subsistance, à chercher de l'or avec son fameux aimant, fumer et prier. Tous les dimanches, il marche près de 6 milles pour se rendre à l'église du village. C'est un homme généreux, aimant la compagnie, bien que certains abusent de sa naïveté en lui racontant des histoires très farfelues. Certains le qualifient d'ermite, de vieillard, d'original. Ce qui le rend unique, c'est son mode de vie particulier. Omer n'a aucunement besoin de richesses matérielles pour être heureux. Le calme et la beauté de la forêt lui suffisent. Timer conserve son droit de propriété dans un livre défraîchi qu'il n'ouvre qu'à ses rares visiteurs. Pour calculer, il utilise des colonnes de chiffres, une méthode de calcul dont lui seul connaît les fonctionnements. Sa principale source de revenus est la vente de bois, mais seulement à sa convenance. Il vend lorsqu'il a besoin d'argent. En 1980, Omer, alors âgé de 85 ans, quitte son chac pour le foyer Nicolet, où il décédera à l'âge de 91 ans. Il fut inhumé au cimetière de Sainte-Marie de Blandford. Si on emprunte le sentier tracé par Omer à partir de son chac, on découvre dans un méandre très marqué de la rivière une magnifique chute formée d'escaliers de galets rouges. Un site exceptionnel, un chef-d'œuvre naturel auquel Omer a donné son nom, la chute à Timer. L'eau de la rivière Gentilly est brunâtre, non parce qu'elle est polluée, mais bien parce que le fond du nid est constitué de différents minéraux, dont l'ocre. Dans les années 70, à l'époque des hippies, on ne se soucie guère des vêtements, car il n'est pas rare d'y voir des gens s'y baigner nus. En 1989, dans le cadre de la réalisation d'un plan de mise en valeur du réseau électrique Nicolet-Radisson-Canton par Hydro-Québec, est né un projet de mise en valeur de la rivière Gentilly. C'est ce projet qui a entraîné la création du parc de la rivière Gentilly en 1992. Au début des années 2000, le parc se dote d'une place équestre, soit d'une grande place ombragée pour les enclos à chevaux et 10 emplacements pour véhicules récréatifs. Puis, à l'automne 2004, on inaugure le circuit historique, sur les traces d'Omer Thibaudeau.
On procède aussi à l'ensemencement de truites mouchetées et arc-en-ciel afin de repeupler la rivière Gentilly et l'un de ses affluents, la rivière Baudet. Aujourd'hui, on peut y pratiquer de nombreuses activités été comme hiver, entre autres le camping sauvage ou aménagé, la randonnée pédestre, la randonnée équestre, le vélo de montagne, la baignade, l'observation de la faune et de la flore, la pêche, le volley-ball, la raquette, le ski de fond ou tout simplement se détendre dans cet endroit des plus calmes et magnifiques. On peut aussi y louer à l'année des camps prospecteurs ou un chalet 4 saisons parfaitement fonctionnel pourvu de toutes les commodités. Décidément un endroit splendide à visiter qui ne peut faire que notre fierté. Avant de vous quitter, il est de mon devoir de souligner que la plus belle richesse de Gentilly a toujours été ceux qui l'habitent, les Gentillois, en 1676 comme en 2011. Gentilly, c'est des beaux bâtiments, c'est une belle nature, mais c'est surtout du bon monde, du beau et du bon monde. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole, les gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler, il faut les écouter. C'est parfois vérité, c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps c'est le bonheur qui dit, comme il faudra de temps pour saisir le bonheur, à travers la misère emmaillée au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler et j'en ai danse aux pieds, musique aux oreilles, et du loin au plus loin de ce neige désert où vous vous entêtez à jeter des villages. Je vous répéterai vos parler et vos dire, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon nom, voix tant écoutée pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Sur les perrons des portes et de chaque côté des cléons des clôtures, je vous entends chanter dans la demi-saison votre trop court été, notre hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de doux temps. Il est question de vent, de vente et de gréement, de la bourse à finir, d'espoir et de récolte, d'amour et du voisin qui va marier sa fille. Voix noire, d'écorce et de cordage, voix des pays pleins champs et voix des amoureux, douces voix attendries des amours de village, voix des beaux airs anciens dont on s'ennuie en ville, piaillerie d'école et palabres et sparages, magasin général et restaurant du coin, les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle, vous qui m'appelez langage de mon père, et patois 17e, vous me faites voyage, mal et mélancolie, vous me faites plaisir, et sagesse et folie, les coins de la terre où je ne vous entends, les coins de ma vie à l'abri de vous, oui. Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver, douce comme rivière, je vous entends claquer comme voile du large, je vous entends gronder comme chute en montagne, je vous entends rouler comme baril de poudre, je vous entends monter comme grain de 4 heures, je vous entends cogner comme mer en falaise, je vous entends passer comme glace en débarque, je vous entends demain parler